Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera une présentation sur le test fonctionnel pour les symptômes digestifs et ceci est la deuxième partie euh, d'une autre présentation pendant laquelle nous avons présenté l'introduction sur ce thème. Ceci est une présentation pour le Collège des médecines douces du Québec et durera environ 1 heure. Les symptômes digestifs sont extrêmement courants dans le cabinet naturopathique. Effectivement, beaucoup de personnes souffrent de troubles digestifs et nous avons tendance à voir des patients qui sont à différentes étapes de leur cheminement pour essayer de résoudre leurs problèmes digestifs. Certains patients auront déjà vu leur généraliste, auront peut-être même déjà vu un gastro-entérologue. D'autres n'auront vu personne et nous serons alors le premier point de contact avec le monde médical. Il est donc important d'être bien sûr au courant des symptômes qui inquiètent et qui nous emmèneraient à envoyer le patient chez un médecin conventionnel dans l'immédiat. Mais bien sûr, il y a aussi des patients qui ont déjà une idée de leur diagnostic, mais qui n'ont pas été améliorés par les thérapies qu'ils ont pu essayer jusqu'à présent. C'est là la grande majorité des patients que nous voyons dans le cabinet naturopathique. Aujourd'hui, nous parlerons surtout de deux grands systèmes, c'est-à-dire la santé gastrique et ensuite la santé du côlon. Nous parlerons des différents types de symptômes liés à la physiologie de l'organe, mais nous passerons beaucoup de temps sur les tests fonctionnels, notamment les tests fonctionnels du côlon, qui sont chers, complexes, et en eux-mêmes, nous pourrions passer encore 1 heure à présenter chacun de ces tests. Donc cette présentation est vraiment un aperçu des outils qui sont à la disposition du naturopathe, mais je vous invite bien sûr à faire votre propre recherche séparément pour vous documenter un peu mieux. Surtout que ces tests évoluent rapidement. Donc la technologie et la recherche va vite et en 5 ou 10 ans, on peut voir l'apparition de tests complètement nouveaux, voire l'abandon d'anciens tests qui sont devenus soit obsolètes, soit largement surpassés par les nouvelles recherches et la technologie actuelle. Nous commencerons par parler de la santé gastrique et donc la santé de l'estomac. Je vous ai mis cette image ici pour bien se rappeler de l'anatomie de l'estomac qui est elle-même très importante. Donc on voit ici que de la bouche à l'estomac, nous avons l'œsophage qui est donc un tuyau qui connecte ces deux cavités. Ensuite, l'estomac et le diaphragme, l'estomac et l'œsophage sont séparés par le diaphragme. C'est donc le diaphragme qui sépare l'œsophage de l'estomac et c'est le muscle du diaphragme lui-même qui va former le sphincter qui sépare l'œsophage de l'estomac. À chaque inspiration, normalement, le diaphragme va s'abaisser, pousser sur le haut de l'estomac et fermer le sphincter donc, qui relie l'œsophage à l'estomac. Donc souvent, on va avoir des gens qui ont des problèmes de reflux notamment, qui sont liés à une mauvaise posture avec un affaissement vers l'avant, donc l'œsophage n'est plus bien vertical comme il devrait, et le diaphragme ne va pas s'abaisser comme il le devrait, si bien que le sphincter ne se ferme pas correctement, laissant de l'acide passer de l'estomac à l'œsophage avec des symptômes douloureux. Une autre raison mécanique serait une personne qui porte trop de poids au niveau de l'abdomen, soit parce qu'elle est en surpoids ou dans le cas d'une grossesse par exemple, où là il va avoir une pression abdominale élevée qui va ensuite appuyer sur le diaphragme qui ne pourra plus s'abaisser correctement. Le sphincter ne se fermera donc plus très bien et nous aurons à nouveau des symptômes de reflux. Donc il est aussi important de penser à toute cette mécanique et ergonomie parce que parfois les patients qui ont un reflux ou par exemple qui ont été diagnostiqués avec une radio avec une hernie hiatale, c'est-à-dire que le diaphragme s'est légèrement affaibli, laissant passer un tout petit peu de l'estomac au-dessus du diaphragme, eux aussi ils auront des reflux et dans ces cas-là il sera plus utile de les envoyer voir un kiné respiratoire par exemple ou faire de la kiné pour ajuster sa posture, etc., plutôt que n'importe quel traitement conventionnel. Donc parfois les patients ne sont pas au courant de ce genre de thérapie et nous les naturopathes pouvons les aiguiller vers d'autres thérapeutes
qui vont les aider à améliorer leur posture, la mécanique de la respiration et donc améliorer les symptômes gastriques qu'ils peuvent avoir eus. Un peu plus sur la santé gastrique. En général, le pH de l'estomac est très acide, entre 1,5 et 3,5. Donc, quand nous ne mangeons pas et que l'estomac est vide, le pH a tendance à être très bas, plutôt plus proche de 1,5 ou 2, qui est à peu près le même pH que du jus de citron. Quand nous remplissons notre estomac avec un bol alimentaire, ça va avoir tendance à diluer l'acide gastrique. L'estomac va par ailleurs aussi en produire un peu plus vu qu'il aura compris qu'il y a des aliments à digérer, mais le pH a tendance à monter plus près de 3,5. L'estomac a une contenance d'à peu près 1 litre, que l'on peut remplir bien sûr avec un bol alimentaire ou avec des liquides comme de l'eau ou n'importe quelle autre boisson. La digestion gastrique est très importante parce que l'estomac va sécréter non seulement de l'acide gastrique, mais de la pepsine, qui est l'enzyme qui nous permet de digérer les protéines, et aussi le facteur intrinsique, qui est une protéine qui nous permet de mieux absorber la vitamine B12. En général, les minéraux comme par exemple le fer, le zinc, le chrome, ne peuvent être bien absorbés que si le pH gastrique est assez bas. Donc beaucoup de ces minéraux, en présence d'un pH assez acide, vont changer la forme ionique de leur propre élément et permettre à ces minéraux d'être mieux absorbés. C'est pour ça que souvent, quand la santé gastrique n'a pas été bonne depuis longtemps, les personnes vont commencer à avoir par exemple des pertes de cheveux, des carences en vitamine B12 ou en fer ou en zinc qui peuvent être détectées dans une analyse sanguine. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le pH gastrique est très bas, si bien que beaucoup de bactéries, virus et champignons ne vont pas survivre à l'environnement gastrique. C'est pour cela que par exemple, quand on prend une capsule de probiotiques, elle a été spécialement formulée, soit pour que environ la moitié des bactéries probiotiques présentes dans la capsule meurent pendant le passage dans l'estomac, ou alors c'est une capsule qui va être faite pour résister à l'acide gastrique pour que les probiotiques se répandent plus bas dans le système digestif. Mais quand on pense à cela, c'est très intéressant donc, puisque bien sûr, quand on met un aliment dans notre bouche, l'aliment n'est pas stérile. Il va être couvert de champignons, virus, bactéries. Et une grande partie de cette population bactérienne va donc mourir dans l'estomac pour ne pas pouvoir pénétrer plus bas dans le système digestif et rentrer dans l'organisme de façon plus profonde. Donc forcément, quand une personne n'a plus une santé gastrique optimale pendant un moment, ça va être beaucoup plus facile d'attraper par exemple une gastro-entérite, de mal se remettre d'une gastro-entérite ou de semer les graines de la dysbiose plus bas dans l'intestin grêle ou dans le côlon. Donc la santé gastrique est vraiment essentielle. Si l'estomac fonctionne mal, ça rend le travail de l'intestin grêle et du côlon beaucoup plus difficile, sans bien sûr parler de la santé du pancréas, vésicule biliaire, qui sont aussi absolument essentielles à la digestion. Néanmoins, nous voyons énormément de symptômes gastriques dans le cabinet. Donc, quand une personne vient avec un symptôme digestif, il est important de savoir, mais quel est l'organe qui est au plus mal, sur quel organe est-ce qu'il faut qu'on se concentre dans notre traitement, sans bien sûr perdre la vision holistique, c'est-à-dire que l'estomac est connecté à l'œsophage, qui est connecté à l'intestin grêle, qui est connecté au côlon, etc. Donc quand une personne a des problèmes gastriques, elle va avoir tendance à soit avoir du reflux acide, ce qui est extrêmement commun, souvent une sensation d'indigestion au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire cette sensation soit d'acidité, de brûlure d'estomac, ou parfois simplement la sensation que les aliments ne descendent pas, qu'on a comme une brique ou un poids au niveau de l'estomac. Alors, une personne qui a des reflux acides, il faut toujours penser à la mécanique, comme nous en avons discuté tout à l'heure. Si une personne a cette sensation de brique au niveau de l'estomac, on peut aussi penser à un déficit d'acide gastrique et de pepsine. Donc les aliments restent là non digérés pendant un moment. Si en plus ils ont la sensation d'être ballonnés, comme s'ils n'arrivent plus à inspirer profondément,
On peut alors commencer à penser plus à une dysbiose avec des ballonnements qui contribue ou qui a été causé par un problème au niveau de l'estomac. Si une personne va vous dire qu'elle a plus mal à l'estomac, donc au niveau du plexus solaire, quand l'estomac est vide, par exemple la nuit ou entre les repas, et que la douleur s'améliore quand il mange, on pense plutôt à une gastrite, c'est-à-dire une érosion du mucus protecteur qui se situe dans l'estomac et qui protège les cellules gastriques des sécrétions d'acide. Donc forcément, quand il y a plus mucus protecteur, c'est un peu comme s'il y avait une érosion au niveau de la muqueuse de l'estomac. Et donc quand on met de l'acide dessus, et plus l'acide est concentré, c'est-à-dire plus le pH est bas, plus il va y avoir douleur. Et quand lorsque nous mangeons, le pH gastrique remonte, la douleur a tendance à s'améliorer. Une personne qui va avoir ce genre de symptômes, ça va dépendre de la sévérité. Donc si c'est gérable, on peut essayer de s'en occuper uniquement dans le cabinet naturopathique. Mais si les douleurs sont très importantes ou occasionnent beaucoup de symptômes au niveau des selles, par exemple, les gens qui ont une vraie douleur de gastrite vont avoir tendance à devenir ballonnés. Et donc les selles vont être affectées aussi. C'est pas une mauvaise idée de l'envoyer chez le gastro-entérologue faire une endoscopie pour voir l'état de la muqueuse gastrique de façon plus visuelle, parce que parfois il va quand même falloir passer par le traitement conventionnel pour se débarrasser du problème aigu. Nous pouvons ensuite travailler en naturopathie pour prévenir le retour du mal. Les ulcères, donc ça c'est quand la situation devient pire, c'est-à-dire on a de moins en moins de mucus gastrique et donc l'acide finit par faire une vraie plaie au niveau de l'estomac. C'est une plaie qui peut être une plaie sanguinolente et créer des selles très noires à cause du sang coagulé que l'on va retrouver dedans. Mais en général, si nous pensons qu'un ulcère est présent, souvent ce sont des douleurs très fortes, perte de cheveux, grosse fatigue, nausées. Alors là, il faut absolument envoyer le patient chez le gastro-entérologue avant que nous puissions les aider. L'Helicobacter pylori est une bactérie en forme de tire-bouchon qui a été découverte il n'y a pas si longtemps et cette bactérie a tendance à habiter dans la muqueuse gastrique. Pendant longtemps, nous pensions que l'Helicobacter était responsable des gastrites et des ulcères, mais on sait aujourd'hui que pour beaucoup de personnes, l'Helicobacter n'est qu'un résident normal du système digestif dans l'estomac et qu'il y a en fait plusieurs sortes d'Helicobacter et que certaines formes ont plutôt tendance à créer ces problèmes gastriques et voire peuvent nous prédisposer à un cancer de l'estomac. Pour détecter l'Helicobacter pylori, il y a un test sanguin, il y a un test où on souffle dans un tube, il y a bien sûr l'endoscopie avec prélèvement et le test de sel. Généralement, il faut un test de sel assez avancé pour savoir quel type d'hélicobacter on a et donc quel est le traitement adéquat et si le traitement est nécessaire. Le traitement pour l'hélicobacter a tendance à être une trithérapie avec antibiotiques et un produit à base de bismuth qui peut être assez fort. Donc si le patient choisit de faire ce traitement, c'est bien de passer derrière avec nos outils naturopathiques pour réparer un peu les dommages au niveau de la flore bactérienne qui ont pu être faits par les antibiotiques. La plupart des maux gastriques peuvent se résumer au niveau de leur cause par quelques facteurs. Le stress est un facteur énorme. Donc notamment les gens qui vont avoir tendance à être frustrés, sous pression, en colère, vont communément commencer à avoir des douleurs au niveau du plexus solaire. Un pH gastrique trop élevé, c'est-à-dire une sous-production d'acide gastrique, est très commune et souvent c'est ça qu'il va falloir réparer. Les intolérances alimentaires sont un gros facteur d'inflammation au niveau de la muqueuse gastrique également. Et l'alcool et le café, notamment le vin et le café, ont tendance à dessécher la muqueuse gastrique. Donc chez une personne qui déjà produit moins de mucus gastrique, c'est pas une bonne idée. Et bien sûr, ce qu'on appelle en anglais le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou une forte poussée de mauvaises bactéries au niveau de l'intestin grêle, peut aussi contribuer au problème gastrique, simplement parce que ces bactéries vont produire des gaz, ce qui vont faire pression sur l'estomac, qui pourra donc mal fermer son sphincter entre l'œsophage et l'estomac et créer cette sensation de lourdeur au niveau du plexus solaire.
Donc plus visuellement, ça ressemble à ça. Une personne, souvent ça commence par un stress émotionnel, donc soit un stress aigu ou ça peut être même une année au travail très stressante avec beaucoup de pression. En résultat du stress, le corps ne se met plus en mode digestion adéquate, mais se dit bon ben voilà, il faut survivre. Et donc la digestion passe au second plan. À cause de cela, on va avoir moins de mucus gastrique et moins d'acide gastrique. Ce qui fait que le reste de notre bol alimentaire va être mal digéré. Donc des aliments mal digérés, des particules d'aliments mal digérés vont se trouver ensuite au niveau de l'intestin grêle, au niveau du duodénum et plus bas. Et s'il reste là plus que ce qui est nécessaire, ça va commencer à attirer et à nourrir certaines bactéries qui ne sont pas désirables, comme Helicobacter ou autres. Ces bactéries, par fait de leur métabolisme, vont commencer à produire des gaz, et ces gaz vont créer du météorisme, des douleurs abdominales et un reflux acide par exemple. Et ensuite, nous sommes dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que avec les douleurs, le météorisme, on digère de plus en plus mal, on commence à faire des intolérances alimentaires, de plus en plus de bactéries s'installent et ainsi de suite. Une personne qui est stressée va aussi tendance à boire plus d'alcool pour se détendre ou plus de café pour se stimuler à en faire toujours plus. L'alcool et le café dessèchent la muqueuse gastrique, c'est-à-dire qu'elles réduisent encore plus le mucus qui est produit et en fait ça ne fait qu'aggraver les maux digestifs. Donc quand la personne vient au cabinet naturopathique, il va souvent falloir rectifier tout ça. Parce que le pH gastrique est tellement important à la digestion, c'est bien de se pencher dessus. Donc dans les cercles conventionnels, ils vont avoir plutôt tendance à dire « Ah, vous ressentez des brûlures gastriques, c'est acide la sensation, donc on va essayer de réduire votre production d'acide pour que par exemple une gastrite ou un ulcère se guérisse. » Donc ils vont donner des comprimés qui réduisent la production d'acide gastrique. Ça peut être absolument crucial de faire ça quand une personne a déjà des ulcères assez avancés ou une gastrite assez avancée. Dans ces cas-là, la prise ponctuelle de ce genre de médicaments, ponctuelle c'est-à-dire n'importe où de 2 semaines à 3 mois, peut effectivement être essentielle pour réduire les symptômes chez le patient et rétablir l'intégrité de la muqueuse gastrique. Le problème, c'est que pris sur le long terme, en fait, ils ne vont qu'à l'encontre de ce que l'estomac essaye de faire, c'est-à-dire l'estomac est fait pour produire de l'acide gastrique, pour digérer et stériliser les aliments. On sait aujourd'hui que la prise de ce genre de médicaments qui réduisent l'acide gastrique pendant longtemps va prédisposer la personne à avoir le SIBO, c'est-à-dire une dysbiose au niveau de l'intestin grêle, qui crée des symptômes avec des selles irrégulières, des douleurs abdominales, etc. Sans parler bien sûr des intolérances alimentaires. Donc la prise de ce genre de médicaments peut être utile de façon ponctuelle, mais nous, dans le cabinet naturopathique, on veut surtout savoir, oui, mais est-ce qu'à la base, le problème n'était-il pas dû à de l'acide gastrique réduit? Et on sent l'acidité parce que notre production de mucus est aussi réduite. Donc nous avons quelques tests pour évaluer le pH gastrique. Le meilleur test, bien sûr, ce serait le test de Heidelberg, où la personne doit simplement avaler une petite capsule électronique qui est attachée à un fil, bien sûr, pour qu'on puisse la récupérer. Et ensuite, on lui demande de boire du bicarbonate. Et on regarde, bien sûr, le bicarbonate étant alcalin que l'on va mettre dans l'environnement acide de l'estomac. On veut voir une neutralisation du pH gastrique, donc c'est-à-dire ça va se rapprocher de 7. Avec la capsule, on peut mesurer combien de temps ça va prendre pour que l'estomac revienne à son pH acide. Et évidemment, le plus rapide, le mieux. Donc le test de Heidelberg est un bon test, mais hélas, il est surtout utilisé dans les cercles de recherche clinique et c'est très difficile de trouver un cabinet qui va faire le test de Heidelberg. Donc nous n'avons plus cette ressource, mais nous avons encore le test du bicarbonate, qui est un test beaucoup plus primitif d'une certaine façon. Ce n'est pas un test qui nous donne des informations très raffinées, et c'est un test qui peut avoir, bien sûr, des faux négatifs ou faux positifs. Donc c'est une bonne idée de le répéter plusieurs jours de suite dans les mêmes conditions pour voir si la personne obtient le même genre de résultat. Ce qui est bien avec ce test, c'est qu'il est très peu cher, n'importe qui peut le faire à la maison. Donc c'est une petite indication de ce qui se passe. Simplement prendre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, le mélanger à 120 ml d'eau filtrée froide,
bien touillé. On va boire ce verre d'eau le matin à jeun. Et ensuite, on va allumer son chronomètre ou sa montre et on va voir combien de temps ça prend avant de créer un RAW. Bien sûr, ce qui se passe normalement, c'est que quand le bicarbonate de soude se mélange à l'acide chlorhydrique de l'estomac, il va avoir une production de dioxyde de carbone et donc un RAW. Si notre estomac n'est pas très acide, cela peut prendre plus de 5 minutes où aucun RAW va être créé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une très faible production de dioxyde de carbone, ce qui indique un pH gastrique trop élevé. Ce test peut être utile pour voir comment notre traitement se déroule ou pour avoir une idée si nous sommes sur la bonne voie quand nous pensons que le pH gastrique est trop élevé. Comment soutenir la santé gastrique ? D'abord, bien sûr, quand nous revenons à notre petit schéma de tout à l'heure, on veut absolument réduire le stress. Ça peut être la partie la plus dure du traitement pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du stress qu'ils font subir à leur corps, ils ont beaucoup de pression au travail. C'est presque plus facile quand la personne a eu un stress aigu, qu'elle s'en rend compte et qu'elle essaye maintenant de rétablir son équilibre interne. Chez une personne qui a plutôt une pression constante qui ne changera pas au travail ou à la maison, ça devient beaucoup plus dur. Donc nous essayons de les soutenir, c'est-à-dire par exemple si leur sommeil est affecté par le stress, on va utiliser du magnésium ou des plantes un peu sédatives, peut-être leur suggérer de faire une psychothérapie, un cours de yoga, de les orienter lentement vers l'idée que le stress contribue à leurs symptômes gastriques, parce que souvent les gens ne se rendent pas vraiment compte de cet impact. Au niveau diététique, bien sûr, il va falloir identifier les intolérances alimentaires, soit avec un test sanguin IgG ou simplement un régime hypoallergénique suivi d'une réintroduction. Réduire alcool et caféine. Tous les aliments acides comme par exemple le piment, la sauce tomate, le jus d'orange, c'est aussi important de les réduire, surtout au début quand les symptômes sont très aigus parce qu'ils vont uniquement faire que la gastrite va être plus douloureuse. Et réduire les portions alimentaires. Comme on a moins d'acide gastrique, on a un potentiel digestif réduit, donc il faut s'adapter à ça et manger plusieurs petits repas assez légers plutôt qu'un gros repas de Noël. On va ensuite simultanément protéger la muqueuse gastrique avec par exemple la carnosine de zinc qui colle à la muqueuse irritée et lui permet de guérir. Le zinc, bien sûr, a un effet vulnéraire sur la plaie. Poudre de marshmallow, qui est très réputée pour ça. Ou le jus de chou, qui semble être une sorte de prébiotique qui nourrit certaines bactéries gastriques qui vont aider l'estomac à se régénérer. Une fois que la personne ressent ces brûlures d'estomac de façon moindre, parce qu'ils auront réduit leurs aliments qui créent des intolérances, parce qu'ils boivent moins de vin rouge, moins de café, parce qu'ils se sont déstressés, on peut commencer à rectifier le pH gastrique, soit avec du vinaigre de cidre de pomme consommé et dilué dans un peu d'eau avant les repas, de la gentiane, qui est donc une plante très amère qui stimule les jus gastriques, ou des capsules de bétaine, qui sont bien sûr en fait de l'acide chlorhydrique mis sous forme de comprimé pour supplémenter ce qui se passe au niveau gastrique. Certaines personnes vont prôner de prendre des hautes doses de HCl-bétane pour voir où en est notre propre production d'acide gastrique. Je ne recommande pas ça parce que quand la personne vient avec ses symptômes, à moins qu'elle ait une endoscopie, on ne sait vraiment rien de l'état de la muqueuse gastrique. Donc si une personne a une gastrite assez avancée, voire un ulcère ou a l'œsophage très érodé à cause de reflux acide, on ne veut vraiment pas rajouter de l'acide sur ce genre de plaie. Donc je ne recommande pas l'utilisation de trop de capsules de bétaine HCl avant d'en savoir plus par une endoscopie. Moi, je ne prône que 1 ou 2 comprimés par repas, c'est-à-dire ça se mixe au bol alimentaire et ça aura moins tendance à endommager la muqueuse gastrique. Dans tous les cas, il va falloir vraiment s'occuper de ces problèmes, surtout s'il y a des reflux acides et que l'acide va commencer à toucher la muqueuse de l'œsophage, qui, elle, n'a pas cette couche de mucus protectrice, et cela peut créer des lésions précancéreuses comme le Barrett, ou voire un cancer de l'œsophage quand ça fait vraiment longtemps que ça dure. Donc s'occuper de sa santé gastrique, c'est quand même super important. Là, nous allons passer la santé du pancréas, de la vésicule biliaire et de l'intestin grêle parce qu'on a déjà parlé dans une autre présentation et passer directement à la santé du côlon, ce qui est, si l'on peut dire, la dernière étape du processus digestif.
Il est intéressant de voir sur cette image que le côlon a quelques tournants, surtout après le rectum et en remontant, et qu'il a cette poche, bien sûr, qui aura l'appendice qui est accroché. On pense aujourd'hui que l'appendice n'est pas un organe qui ne sert à rien comme on l'a longtemps pensé, mais est en fait un réservoir de bonnes bactéries. On pense que quand une personne a une mauvaise gastro-entérite, qui les a vraiment vidées avec des diarrhées, etc., et que hélas cela va aussi affecter les bonnes bactéries du côlon, le côlon aurait la capacité de faire repousser ces bactéries grâce à son réservoir bactérien au niveau de l'appendice. Donc un petit fait intéressant. En général, le côlon est notre réservoir de bactéries, de bonnes bactéries le plus important. Et au niveau digestif, ce qu'il fait, c'est qu'il nous aide à assimiler l'eau qu'on a bu bien sûr, mais aussi de notre bol alimentaire. Il nous aide à assimiler les vitamines, certaines vitamines du bol alimentaire. Et comme les bactéries produisent elles-mêmes certaines vitamines et aussi certains éléments qui aident la santé de la muqueuse du côlon, ces bactéries sont vraiment importantes. Nous avons aussi beaucoup de détoxification cellulaire qui va se passer au niveau du côlon. Donc quand on fait une détox du foie par exemple, quand on se met à manger plus sainement, etc., beaucoup de toxines vont commencer à être relâchées au niveau de la muqueuse du côlon. Bien sûr, les symptômes classiques d'un côlon en mauvais état, c'est surtout des mauvaises selles, c'est-à-dire soit des selles dures et difficiles, qui ne viennent pas de façon quotidienne, ou alors des selles fréquentes, plutôt molles, plusieurs fois par jour, etc., voire des ballonnements douloureux. Mais il faut bien se rappeler qu'on peut aussi avoir ce genre de symptômes dont l'origine ne vient pas du côlon, mais plus haut dans le système digestif. Par exemple, une personne avec une gastrite assez avancée va avoir non seulement des douleurs acides au niveau du plexus solaire, mais aussi des ballonnements et parfois des diarrhées. Donc il faut bien interroger le patient pour se rendre compte où est le problème principal. Bien sûr, on va essayer de soutenir tout l'appareil digestif, mais il y a souvent un endroit qui va être plus atteint que le reste. Par exemple aussi, une personne peut avoir des selles irrégulières, mais le symptôme principal, c'est qu'ils se sentent ballonnés tout le temps. Ils se réveillent avec un ventre ballonné. Peut-être ils ont des nausées, du météorisme. On va peut-être plutôt avoir tendance à penser à un SIBO qu'un déséquilibre au niveau du côlon. Donc souvent, dans le cabinet naturopathique, nous n'avons pas besoin de tests fonctionnels. On peut se contenter d'interroger le patient pour savoir quel est le problème principal et de s'en occuper. Parfois, les tests fonctionnels sont utiles néanmoins. Alors, quand servir de ce genre de test? Il y a des gens, ils aiment beaucoup faire des tests, ils ont l'argent pour, ils veulent y aller. Et bien alors on y va, parce que c'est assez cher. Parfois, une personne commence à avoir un symptôme digestif et on veut y voir plus clair, alors on va recommander le test fonctionnel. Ou alors au contraire, la personne a déjà fait une endoscopie, ils ont déjà essayé plein de médicaments, au niveau du cabinet naturopathique on a déjà essayé 1000 choses et ça avance toujours pas. C'est là où on va dire, bon ben il est peut-être le moment d'investir et de regarder ce qui se passe de plus près avec un test fonctionnel. Ou des fois, quand on est en présence d'un autre symptôme qui n'est pas digestif, mais qui est très récalcitrant. Par exemple, j'ai fait pas mal de tests fonctionnels au niveau du côlon pour des patients eczémateux récalcitrants. Et ça a très souvent montré qu'il y avait un parasite. Donc ça peut être utile aussi quand on s'occupe d'un symptôme qui n'est pas digestif. Alors nous avons deux types de tests. Nous avons l'analyse complète de digestion, qui est un test plus connu parce qu'un peu plus ancien. Et on a aussi ce qu'on appelle le GI Map, dont nous parlerons en deuxième position. Alors l'analyse complète de digestion, c'est un test qui reste assez cher, dans les $500, qui se fait sur 3 jours, c'est-à-dire qu'on va prendre l'échantillonnage des selles sur des selles de 3 jours différents. Et on fait ça pour augmenter la probabilité d'avoir un résidu de parasite, par exemple, sur les selles qui sont prélevées. Car bien sûr, on pourrait avoir un parasite intestinal ou une bactérie intestinale qui ne se trouve pas uniformément répartie dans les selles, mais uniquement dans une partie des selles qui n'aura pas été prélevée. Parce que rappelez-vous, quand on prélève un échantillon de selles, c'est petit. Ou alors, ce jour-là, il y aura moins de ces résidus parasitaires ou bactériens dans les selles, mais le lendemain, il y en aura à nouveau plus. Donc, on fait ça sur 3 jours pour essayer de réduire la chance qu'on ne voit rien sur le test. C'est un test qui peut être fait à la maison, donc on donne le kit à la personne, elle va faire son propre échantillonnage, le ramener au cabinet, nous l'envoyons au labo.
C'est très complet, ça nous donne des informations sur les bactéries, les champignons et les parasites au niveau du côlon. Donc attention, ce n'est pas un test pour le SIBO qui lui se situe au niveau de l'intestin grêle. Par contre, dépendamment de ce qu'on va voir sur l'analyse complète de digestion, ça peut nous dire, tiens, il y a peut-être aussi du SIBO. L'analyse complète de digestion va aussi nous donner quelques indices sur l'efficacité de la digestion, donc pas au niveau du côlon, mais au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire s'il y a certains résidus, par exemple de protéines, de fibres alimentaires ou de graisses qui se trouvent au niveau des selles, on sait que la digestion se fait mal et que la personne a éventuellement besoin d'enzymes digestives. Ce test va aussi détecter bien sûr la présence de sang dans les selles, ce qui serait immédiatement une indication pour envoyer le patient chez un généraliste ou gastro-entérologue. Le sang dans les selles peut simplement être dû à des hémorroïdes par exemple, mais beaucoup de types de cancer du côlon commencent avec ce genre de symptômes. Dans ces cas-là, une colonoscopie serait importante. L'analyse complète de digestion va aussi regarder certains marqueurs inflammatoires. Et le plus gros inconvénient, mis à part le prix, c'est que c'est un système de culture bactérienne. C'est-à-dire que les selles vont être plus ou moins cultivées, si l'on peut dire, dans le laboratoire pour la présence de certaines bactéries. Donc il y a une question de transport, c'est-à-dire que quand la personne collecte son échantillon de sel, il doit le garder réfrigéré et le transport doit se faire réfrigéré, mais il y a quand même certaines études qui nous montrent que pas mal de bactéries meurent dans ce processus et que ce test serait donc vraiment juste un aperçu de tout ce qu'on pourrait voir au niveau des selles. Il faut se rappeler qu'il y a des milliards de bactéries et que ce test ne regarde pas les milliards de bactéries, mais seulement une poignée, qui est soi-disant quand même mieux que de ne rien faire. Mais ce n'est quand même juste un aperçu. Et comme c'est avec un système de culture, c'est encore plus dur de faire pousser certaines bactéries dans un environnement laborantin comparé à l'environnement digestif. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas détectées dans ce test. Alors pour vous donner une idée du rapport, ça ressemble à cela. Donc en vert, ils vont nous mettre, voilà les bonnes bactéries. Si visuellement, sur leur culture en laboratoire, ils en voient beaucoup, ils vont nous mettre un 4 plus, comme on voit par ici chez Escherichia coli. S'il n'y en a pas beaucoup, ils vont mettre un 2 ou un 1, et s'ils n'en voient pas du tout, ils nous mettent NG pour no growth, c'est-à-dire aucune croissance de ce type de bactéries ont été vues. Donc si une personne vient et que en vert, c'est-à-dire dans les bonnes bactéries, on voit que des 1, des 2 ou des NG, déjà on sait que cette personne a besoin de consommer beaucoup plus de produits fermentés et de prendre des probiotiques. Souvent, ça va refléter soit un grand déséquilibre avec des mauvaises bactéries, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de mauvaises bactéries qui mangeaient ce qu'il y avait à manger et qui prenaient l'espace qu'il y avait, que les bonnes bactéries n'ont plus pu y pousser, ou alors un très mauvais régime alimentaire, ce qui est quand même rarement le cas. En rouge, ils vont nous mettre les bactéries qui ont tendance à être associées avec une vraie problématique digestive ou autre. Donc par exemple là, ils nous ont mis le Klebsiella, qui est associé à des maladies arthritiques, comme l'arthrite rhumatoïde par exemple. Et entre, nous avons toute une population bactérienne qui mettent en jaune, qui ne sont pas des bonnes bactéries et pas vraiment des pathogènes, mais en général, on n'aime pas en voir trop au niveau du côlon. Donc là, par exemple, sur ce rapport, c'est quand même un exemple d'un déséquilibre déjà assez profond. Ensuite, ils vont nous parler en bas là, yeast, c'est-à-dire des champignons. Ils testent plusieurs différents types de candidats et une petite quantité de candidats, jusqu'à 2, est normale et ils vont mettre ça en vert. Si on a plus de candidats et ça devient trop, c'est-à-dire que ça devient mauvais pour le corps, ça peut créer par exemple des infections vaginales, ça peut créer beaucoup de ballonnements, etc. Ils vont nous mettre ça en rouge. Ensuite, ils y vont avec le microscope, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les selles avec le microscope et s'ils voient plus qu'une poignée d'organismes candidats, ils vont le signaler et encore une fois, ça va nous donner une idée de si le candidat est actif ou non et comment s'en occuper, c'est-à-dire avec des plantes antifongiques, avec des changements alimentaires de réduction du sucre, des féculents, etc. Les 3 échantillons qu'ils nous donnent, sample 1, sample 2, sample 3, donc sur les 3 jours où les selles ont été collectées, vont être elles aussi observées au microscope pour la présence de parasites adultes, de résidus de parasites ou d'œufs de parasites.
Donc par exemple, cette personne, dans le premier échantillon, n'avait pas de parasites, ni deux. Dans le deuxième, on voyait quelques organismes de blastocystes, et dans le troisième, on en voyait encore plus. Donc cette personne est infestée avec un blastocyste, qui est un parasite très commun dans les zones tropicales, et qui c'est très très dur de s'en débarrasser. Après, ils vont nous regarder aussi pour d'autres types de parasites, comme ici le Giardia et le Cryptosporidium. Pareil, ils font ça au microscope. Et si c'est positif, eh bien, il faut s'en occuper. Voici ici un peu un aperçu de la digestion. Donc, les enzymes qui vont digérer les protéines, c'est-à-dire élastase, est-ce qu'il y a des fibres musculaires de viande qui restent, est-ce qu'il y a du gras, est-ce qu'il y a des fibres végétales ou des restes d'hydrates de carbone dans les selles. Ils vont nous mettre en rouge si oui ou non. Donc cette personne a l'air de digérer plutôt bien, sauf peut-être élastase, c'est-à-dire une enzyme pancréatique qui est peut-être légèrement sous-produite et qui va rendre la digestion de protéines plus difficile. Ceci dit, comme il n'y a pas de fibres musculaires résiduelles, ça a quand même l'air d'aller pas trop mal au niveau de la digestion des protéines. Ensuite, nous avons nos marqueurs d'inflammation, présence de mucus dans les selles, etc. Ce qui nous intéresse le plus, c'est calprotectine, qui est le marqueur inflammatoire. Donc calprotectine, entre 50 et 100, c'est déjà un peu trop élevé. Mais on peut quand même s'en occuper au cabinet naturopathique et voir si ça va baisser. Au-delà de 100, il faut envoyer le patient chez un gastro-entérologue ou chez un généraliste, souvent pour faire une colonoscopie. Parce que beaucoup de maladies, comme la maladie de Crohn, la colite ulcérative, des cancers du côlon, vont créer une élévation de la calprotectine, donc il faut savoir où on en est. Ensuite, le Secretory IgA, qui est en fait un des premiers facteurs qui va être fait dans le côlon par le système immunitaire en présence d'intolérance alimentaire, d'infections bactériennes ou parasitaires, c'est celui-ci. Donc encore une fois, là on voit qu'il est un peu bas. C'est soit génétique, ou alors c'est dû à l'exposition à beaucoup de dysbioses ou de parasites. Là, nous avons nos short chain fatty acids, c'est-à-dire les graisses à chaîne courte qui sont produites par les bactéries pour nourrir notre muqueuse colonique. Donc il est important d'en avoir une bonne quantité parce que c'est comme ça que nos cellules restent saines. Ensuite, bien sûr, il y a le pH, la présence de globules rouges dans les selles, de sang en général. Bien sûr, si ça c'est positif, il faut, encore une fois, envoyer le patient chez un médecin conventionnel pour y voir plus clair. Ce qui est intéressant aussi dans ce rapport, c'est que si certaines mauvaises bactéries, c'est-à-dire des bactéries pathogènes ont été détectées, ils vont les faire pousser dans le laboratoire et ensuite les exposer à différents types de plantes antibiotiques et d'antibiotiques conventionnels. Alors là, on voit par exemple que notre organisme Klebsiella est très sensible à l'acide caprylique et à l'extrait de pépins de pamplemousse et à l'argent. Donc on va peut-être utiliser ces agents-là pour éradiquer ces mauvaises bactéries. Pareil, le médecin aurait pu choisir d'utiliser n'importe lequel des antibiotiques ci-dessous, sauf l'ampicilline, contre lequel cet organisme est résistant. Donc c'est pas utile. Et c'est tout là le but de faire ce rapport, c'est que beaucoup de bactéries aujourd'hui sont résistantes à tout un tas d'antibiotiques et de plantes antibiotiques, donc c'est pas mal d'avoir ces informations. Ils font la même chose pour le candida, vu qu'il a été trouvé en très haute quantité dans cet échantillon de sel. Et on voit que ce type de candida-là, chez cette personne, est sensible à la berbérine, l'acide caprylique et encore une fois, l'extrait de pépins de raisin. On peut aussi utiliser sous ordonnance la nystatine ou d'autres agents antifongiques, comme on voit là en dessous, par exemple, fluconazole et kétoconazole, car on voit que ce candida est susceptible à ces agents-là. Donc voilà à quoi ressemble un rapport de l'analyse complète de digestion. On a un autre test qui est beaucoup plus récent qui s'appelle le GI-MAP, qui est plus cher que l'autre test, mais qui a certains avantages pratiques, c'est-à-dire qu'on a seulement besoin d'un échantillon de sel, pas de réfrigération nécessaire. Et ce qui est super, c'est que ce n'est pas par culture bactérienne que nous avons le rapport, mais par réaction à chaîne, par polymérase. C'est-à-dire que l'échantillon de sel, c'est moins grave s'il se fait abîmer pendant le transport, s'il n'est pas réfrigéré, etc. Parce qu'on utilise un outil de détection beaucoup plus sensible
qui va uniquement rechercher quelques petits brins d'ADN bactériens, des brins d'ADN de champignons, des brins d'ADN de parasites. Donc c'est hyper sensible et c'est parfois ça l'inconvénient, c'est que c'est trop sensible. Comme c'est un test relativement récent, on est encore en train d'essayer de comprendre la corrélation clinique. Donc si une personne dans sa population bactérienne énorme du côlon a quelques résidus d'ADN de quelques mauvaises bactéries, mais qu'elle se porte bien, peut-être on n'a pas besoin de s'en occuper. Ou par exemple, sur le rapport, on va voir que c'est positif pour telle ou telle bactérie, mais quand on va essayer de le faire pousser en laboratoire, on va se rendre compte que rien ne pousse. Alors on va dire, bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Et ça, pour le naturopathe, ça peut être un peu difficile. C'est un peu une zone subjective. Mais le rapport ressemble à ça. Donc cette première partie ici est approuvée par le FDA aux États-Unis. C'est une technologie qui est utilisée dans les hôpitaux pour les agents pathogènes suivants. Donc des agents quand même vraiment nocifs, comme certains types de E. coli, certains types de salmonelle, choléra, campylobacter, clostridium, certains parasites comme le giardia et certains virus qui sont très délétères à la santé du côlon. Donc là, on voit notre patiente qui a quand même un mauvais type de E. coli en grande quantité dans son échantillon de sel, ce qui pourrait expliquer certains de ses symptômes digestifs. Quand on voit ici la colonne que l'on voit ici à droite, ça indique le chiffre en dessous duquel nous attendons à trouver certains de ces résidus. Le chiffre à gauche représente ce qui a été actuellement trouvé dans l'échantillon de sel. Donc, si nous nous trouvons avec un chiffre qui est plus haut que le chiffre à droite, le labo va nous mettre ça en rouge. Alors, on voit par exemple ici que pour le Cryptosporidium, nous avons 5,26 fois 10 puissance 6 de brins d'ADN qui ont été trouvés et que le normal serait 1 fois 10 puissance 6. Comme nous sommes dans la même puissance 6, on ne s'inquiète pas trop. Ça veut dire qu'il n'y a quand même pas énormément de Cryptosporidium qui poussent. Par contre, pour le entérotoxigénique E. coli qu'on voit en haut, la normale serait moins de 1 fois 10 puissance 3. Et là, ce qu'on voit, c'est 9,21 fois 10 puissance 7. Donc 4 ordres de magnitude supérieurs. Ça nous montre que c'est un vrai problème et qu'on a peut-être envie de demander à un gastro-entérologue de nous donner des antibiotiques pour cette personne ou vraiment utiliser nos plantes documentées en laboratoire contre cette bactérie, ce qui peut être difficile. Certaines de ces bactéries sont extrêmement têtues et ne partiront pas tant que l'équilibre digestif a été rétabli, mais ça va être dur de rétablir cet équilibre digestif si cette bactérie est encore présente. Donc parfois, ce n'est pas si facile. Ensuite, ce test est très complet pour l'Helicobacter pylori. Donc comme vous voyez, sur cet échantillon, nous avons un positif pour l'Helicobacter pylori. Donc encore une fois, moi quand je vois ça, j'envoie chez le gastro-entérologue qui va faire ses tests à lui, éventuellement recommander une endoscopie pour savoir si la personne a besoin du traitement conventionnel ou si on va se débrouiller avec nos outils à nous. Mais vous voyez là, il y a plusieurs types de facteurs de virulence, CAP, CAG-A, DUP-A, etc. Certains de ces hélicobactères, s'ils sont positifs pour ces facteurs de virulence, vont avoir tendance à faire des lésions précancéreuses beaucoup plus que d'autres. Donc là, on voit que cette personne est positive pour le H. pylori, mais c'est un H. pylori qui n'est pas très virulent, car tous les facteurs de virulence agressifs sont négatifs. Ensuite, ce test va nous s'occuper des bactéries normales de la flore intestinale, c'est-à-dire entre guillemets les bonnes bactéries, bifido, lactobacillus, etc. Et on voit que ici, pour cette personne, c'est pas trop mal, ce qui est tant mieux parce que ça faisait des années qu'elle prenait des probiotiques. Après, nous parlons d'autres bactéries, donc qui sont des bactéries qui ne sont pas nécessairement des vrais pathogènes, mais quand elles sont présentes en grande quantité, c'est quand même une dysbiose, car ça empêche les bonnes bactéries de pousser correctement. Et certaines de ces bactéries ont été associées à des maladies auto-immunitaires, notamment Klebsiella et Citrobacter. Donc cette personne en a beaucoup, donc on aimerait pouvoir les éradiquer avec nos plantes antibactériennes, sûrement sur une durée de plusieurs mois. Le test cherche aussi des résidus d'ADN pour des champignons. Encore une fois, on voit le Candida et Geotrichum là-bas en bas. Cette personne n'en a pas trop. Certains types de virus qui peuvent être détectés dans les selles. Et toute une batterie de parasites peuvent être détectés, comme blastocystes,
dianthamiba, certains types de ténia, de vers intestinaux. Et parfois, la personne peut avoir tout un tas de vers ou de parasites intestinaux sans avoir de symptômes digestifs. Donc, par exemple, si j'ai une personne qui est couverte d'eczéma, moi maintenant, je recommande ce test parce que j'ai vu énormément de ces patients avoir des vrais parasites intestinaux sans aucun symptôme digestif. Comme le précédent test, le GMAP regarde aussi un peu les résidus digestifs. Donc, élastase, qu'on voit là, c'est-à-dire la capacité du pancréas à faire des protéines pour digérer les protéines. Stéatocrite, c'est-à-dire la quantité de graisse dans les selles. S'il y en a beaucoup, on va penser à un problème du pancréas. Le bêta-glucuronidase qu'on voit là, c'est en fait une enzyme qui est produite par les bactéries et qui nous montre la population bactérienne et notamment la population bactérienne délétère dans les selles de cette personne. Et ensuite, occult blood, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Non. Le secretory IgA dont on a parlé tout à l'heure. Antiglidin IgA, c'est un marqueur d'intolérance au gluten. Donc si on voit beaucoup de cet anticorps, on peut suggérer à la personne d'arrêter le gluten pendant plusieurs mois et voir si ça s'améliore. Bien sûr, calprotectine, qui est le marqueur inflammatoire. Donc s'il est très élevé, on va envoyer la personne chez le gastro. Et zonuline, c'est actuellement le meilleur marqueur que nous ayons pour la perméabilité intestinale. Et on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de gens n'ont pas vraiment la zonuline élevée, c'est-à-dire que leur muqueuse n'est pas perméable, mais elle est quand même très irritée par de la dysbiose, etc. Donc voilà le rapport du GIMAP, à quoi il ressemble pour vos patients qui ont un budget plus important ou ceux où tout a été tenté et on cherche les pistes ailleurs. C'est un test qui n'est pas du tout bien reconnu par les gastro-entérologues, par le monde conventionnel, mais qui lève un peu le voile sur ce qui se passe au niveau bactérien dans le système digestif et parfois ça nous donne des bons indices pour continuer notre traitement. En général, par rapport à l'analyse complète digestive ou au GI-MAP, que faire des résultats? Alors, s'il y a un pathogène sérieux, comme l'entérotoxigénique E. coli, comme un ténia, comme du giardia, si il y a présence de sang dans les selles que la personne n'a pas vu elle-même, mais qui est détecté par le rapport, si le calprotectine est élevé, dans ces trois cas-là, il faut absolument envoyer la personne chez son médecin traitant parce que souvent, ils vont avoir besoin de plus ample investigation, souvent colonoscopie et certains tests sanguins parfois. Ou alors d'un traitement sur ordonnance pour le pathogène. Par exemple, s'il y a un ténia ou du giardia ou du E. coli entérotoxigénique, moi je recommande quand même de faire un traitement sous ordonnance parce que ça se débarrasse de ces organismes beaucoup plus rapidement que nos thérapies phytothérapeutiques. Et souvent, il va falloir réduire le fardeau, si l'on peut dire, bactérien ou parasitaire que le système digestif de la personne doit gérer avant que la force vitale puisse reprendre le dessus et réparer tout ce qui ne va pas dans le système digestif. Donc parfois, des médicaments conventionnels sont quand même utiles. Il faut toujours traiter les parasites en premier. Donc si la personne n'a pas de sang dans les selles, la calprotectine n'est pas trop élevée, mais il y a ténia, giardia, dianthamiba, on va vouloir s'en occuper, donc soit avec des thérapies naturelles, soit avec une ordonnance. En général, les parasites dont je vais essayer de m'occuper avec nos thérapies naturelles, c'est soit le blastocyste ou le dianthamiba, parce qu'en général, nos thérapies conventionnelles ne marchent pas super bien contre ces deux-là, alors que, par exemple, un traitement à base de noyer peut être très utile. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé du parasite, ou s'il n'y avait pas de parasite, on va vouloir réduire la dysbiose, c'est-à-dire on va vouloir se débarrasser d'un maximum de mauvaises bactéries qui dérangent l'équilibre digestif en général. Donc on va utiliser des plantes antibactériennes très similaires à celles dont nous nous servons pour le SIBO, notamment des capsules à base de certaines huiles essentielles comme le thym ou l'origan, ou des plantes à base de berbérine, voire de l'ail, ça marche aussi plutôt bien. Et ce traitement-là va pouvoir durer n'importe quand entre 2 semaines et plusieurs mois. On va aussi essayer de réduire les intolérances alimentaires en même temps qu'on réduit les parasites et booster la digestion par exemple avec des enzymes digestives, avec du vinaigre de cidre de pomme par exemple,
peut-être du bêta-NHCl si c'est ça qu'il faut. Donc on va vraiment essayer de booster là où on peut tout en réduisant cette mauvaise population bactérienne. A priori, les personnes devraient déjà se sentir beaucoup mieux à l'issue de ce traitement au bout de quelques semaines. Et là, on peut commencer à repeupler grâce à une plus grande consommation d'aliments fermentés ou des capsules de probiotiques. Le but étant donc, quand on a libéré la muqueuse des mauvaises bactéries et des parasites, on veut remettre des probiotiques à cet endroit-là pour peupler la muqueuse, l'aider à se réparer. On peut aussi utiliser bien sûr glutamine, zinc et autres nutriments pour nourrir la muqueuse pendant ce processus, pour faire de la prévention. Car si on n'a pas les probiotiques en place, ça va être très facile de à nouveau perturber l'équilibre bactérien et de retomber dans les symptômes. Et bien sûr, je l'ai mis ici en dernier, mais en fait, ça devrait être une des premières choses que l'on fait avec nos patients, c'est les aider à réduire leur niveau de stress. En effet, quand on est stressé, ce n'est pas du tout compatible avec une bonne digestion. Le stress réduit nos sucs digestifs, réduit les enzymes, réduit l'acide gastrique, fait qu'on va avoir les selles perturbées. Donc le stress est vraiment hyper important quand on parle de la santé digestive et parfois c'est ça qui est le plus dur à rectifier. Donc pour clore cette présentation, un petit résumé rapide pour vous rappeler que les symptômes digestifs sont extrêmement courants dans les cabinets naturopathiques, donc c'est bien de savoir quoi en faire. Ensuite, quand la personne vient avec tout un tas de symptômes digestifs, essayez par l'interrogatoire, le premier interview, l'anamnèse, de savoir quel est l'organe le plus déséquilibré. Est-ce que c'est l'estomac, l'intestin grêle, vésicule biliaire, est-ce que c'est le côlon? Parce que nous allons, dans tous les cas, utiliser des mesures plus générales pour fortifier le système digestif, mais souvent il va falloir quand même se cibler un peu plus sur un de ces organes-là. Est-ce que c'est du SIBO? Est-ce que c'est une gastrite? Est-ce que c'est un simple reflux acide dû à de la prise de poids? Est-ce que c'est une dysbiose? Est-ce que la personne a une gastro-entérite et donc c'est plutôt au niveau du côlon que ça se passe? Tout ça est important et on peut collecter toutes ces informations par l'anamnèse, mais parfois ne pas hésiter à envoyer le patient pour travailler avec nos collègues généralistes gastro-entérologues qui ont l'expertise pour nous donner un meilleur aperçu. Idéalement, ils nous disent que c'est pas trop mal, comme ça on peut travailler au niveau fonctionnel pour rectifier tout ça. Ou alors, s'il y a déjà une gastrite ou un ulcère bien installé, ils vont devoir passer par la case traitement conventionnel pendant qu'on va s'occuper d'eux. Quand on a tenté pas mal de choses, ou quand la personne a déjà fait beaucoup de choses dans son cheminement vers la santé, on va avoir tendance à se tourner vers les tests fonctionnels digestifs. Nous avons parlé de tout un tas d'autres de ces tests lors d'une autre présentation qui se trouve sur Vimeo. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du test de bicarbonate de soude pour la santé gastrique, de l'analyse digestive complète et du GI-MAP, qui sont deux tests de sel chers et avancés, mais qui vont éclairer un peu notre lanterne par rapport au diagnostic et ce qu'il faut faire pour ce patient. Voilà, ça termine notre présentation du jour. J'espère que vous avez appris une ou deux choses intéressantes et en vous souhaitant une bonne continuation.